rodinou. S překladateli české literatury o knihách, které nás drží. Bonjour Eurydice Santolin, je suis Sarah Vybíralova du Czechlit et je suis très contente que tu nous as accordé ton temps pour cet entretien. On se retrouve à Prague. Bienvenue. Merci, merci à vous au Czechlit et à Archipelagos d'avoir organisé cette résidence. Eurydice, tu es conteuse, tu es interprète, traductrice du tchèque. Je dirais que tu es une promotrice de la littérature, de la culture tchèque, on peut dire. Et tu es autrice de nombreuses traductions de textes très divers. Oui. Tu as traduit des livres pour enfants, de nombreux romans, dont récemment des romans de Kateřina Tučková, de Štěpán Kučera. Mais aussi, tu as traduit Babička de Božena Němcová, une légende, une grande classique de la littérature tchèque du début du 19e siècle. Ou aussi la poésie de l'enfant terrible, la poésie tchèque Egon Bondy. Comment est-ce que tu te retrouvais sur ce chemin de la traduction du tchèque et est-ce qu'il serait possible de nous dire ce que tu apprécies le plus dans ton travail de traductrice? Comment je me suis retrouvée sur ce chemin? Je pense que tous les chemins qu'on prend sont plus ou moins hasardeux. On peut prendre des décisions parfois, mais voilà, moi ce que j'ai suivi simplement, c'est que j'avais le goût en fait simplement des langues étrangères. Au départ, quand je dis au départ, c'est-à-dire que ça remonte à longtemps en fait. Et voilà, je pense que le contact avec les langues étrangères me procurait une sorte d'émerveillement que j'apprécie de pouvoir conserver encore aujourd'hui. Le tchèque, je l'ai rencontré plutôt par hasard, à vrai dire, puisque je devais prendre une option linguistique, une langue étrangère en option plutôt, pendant mes études de lettres modernes. Et puis j'ai essayé plusieurs, je suis allée voir plusieurs cours, plusieurs possibilités. Je savais que je voulais apprendre une langue d'un groupe linguistique différent de ceux que je connaissais déjà, parce qu'à l'école j'avais appris l'anglais et l'espagnol. J'avais le français comme langue maternelle, donc les langues slaves. J'étais tentée, puis j'ai apprécié les sonorités en fait du tchèque. Et si j'ai continué après, c'est parce que j'ai lu des auteurs qui étaient traduits en français et que j'ai beaucoup apprécié déjà à ce moment-là. Ok, donc on remercie cet hasard. On l'a déjà dit, nous nous retrouvons à Prague dans le cadre de ta résidence, du programme Archipelagos, où tu ne traduis pas vraiment en texte, en roman, en livre entier, mais tu es là pour répertorier ou pour dénicher des textes à proposer aux éditeurs français ou à traduire éventuellement dans le futur. Est-ce que tu es venu avec une idée en tête de comment tu vas procéder, ce que tu vas découvrir, ou est-ce qu'il t'est arrivé de tomber sur quelque chose un peu par hasard aussi? Ouais, je pense que c'est bien de laisser toujours une place à la surprise, effectivement. Ceci dit, je suis venue quand même avec l'idée d'explorer la littérature fantastique, en particulier, avec l'idée d'explorer un petit peu ce qui se passe au niveau des auteurs non-binaires, par exemple, ou des auteurs LGBT, gays, parce que c'est un domaine qui est très peu connu au final, et j'étais curieuse, à vrai dire, de voir ce qui existait et de rencontrer aussi le vocabulaire qui pouvait être associé à ça. C'était assez intéressant. Et à vrai dire, j'avais vu une présentation déjà d'un des romans que j'ai choisi, parce qu'il n'est pas sorti cette année, mais l'an dernier. Et ça faisait partie des livres que j'avais un peu sur ma liste et que je n'étais pas encore arrivée jusque là. Et là, j'ai pu l'emprunter tout de suite en arrivant, et j'ai eu envie de le traduire immédiatement. Il s'agit du roman de Klára Vlasák-Ková, Těla, donc des corps. C'est un roman sur le corps des femmes.
et en particulier des femmes vieillissantes. D'accord. Est-ce que on commence par l'extrait ? On peut faire ça, oui. Donc un extrait du début du roman de Klara Vlasakova, qui s'intitule en tchèque Tiala, qui est publié aux éditions Listen. Décor. 1. Les corps des vieilles femmes n'existent réellement pas. Ce qui existe, c'est cette limite d'âge imprécise, non définie mais bien ferme, passé laquelle leur corps cesse d'être visible. Si on alignait des vieilles femmes et qu'on leur demandait de se déshabiller, on verrait que sous leurs vêtements, il n'y a rien. Rien que du vide. Un vide qui commence sous la gorge et se termine vers les genoux, à partir desquels se trouvent les jambes, toujours visibles. Cette disparition de surface n'intéresse personne. Les journaux n'en parlent pas, vous ne tomberez pas dessus sur Internet, ni même dans les livres qui pourtant de temps en temps ont tendance à mentionner les phénomènes étranges qui existent dans le monde. Chaque jour, des tonnes d'os et de muscles, des hectolitres de sang disparaissent sans laisser de traces. Et la police ne mène pas l'enquête, personne n'en parle à l'Assemblée, personne n'organise de manifestations contre ça. La seule réaction qui existe à cette perte de matière sans précédent est, dans le meilleur des cas, un sourire condescendant. En essayant de boutonner sa robe dans le dos, Marie pince sa peau sèche et ridée. Ça fait mal et ça lui fait peur. Depuis combien de temps son dos ressemble à ça ? En quelle année le tissu normal de sa peau s'est-il mis à devenir cette pellicule sèche qui s'est progressivement répandue sur tout son corps, comme une impitoyable éruption cutanée ? Pourquoi elle n'avait rien remarqué avant ? Pourquoi elle n'a rien fait pour empêcher ça ? Les bras lui en tombent. Si elle met une veste, personne ne remarquera rien. Si elle décide d'enlever sa veste, probablement que personne ne fera de commentaires sur ces quelques centimètres de peau sur lesquels le tissu n'est pas boutonné. Personne ne viendra la voir pour s'écrier « Mais enfin, comment avez-vous pu vous permettre de sortir habillée comme ça ? Partez d'ici et à reculons, s'il vous plaît, que personne ne voit ça. » Tout de même, Rosalia ne va pas aimer ça. Il est fort probable qu'elle le lui reproche. Elle prendra ce ton insupportable, ce chuchotement sifflant, en se collant tout près d'elle de sorte à ce qu'elle ne puisse manquer la moindre syllabe de sa critique. D'un autre côté, Marie pense toujours qu'elle s'en prendra à elle, d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours quelque chose qui la met de mauvaise humeur, et sa mère est toujours la responsable. « Maman, je t'en prie. Maman, pourquoi tu fais ça ? Mais à quoi tu pensais, maman ? Mais maman, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? » Maman peut tout prendre. Elle est assez vaste et forte pour ça. Elle peut porter toutes les plaintes imaginables. Elle va laisser sa robe comme ça, sans boutonner le haut. Cet emplacement sec, mort sur son dos, la fait se sentir mal et elle veut oublier ça le plus vite possible. Le mettre au rebut comme un vieil objet qui ne sert plus à rien, dont personne n'a besoin, mais ce n'est pas possible. Elle est obligée de porter sa peau, elle doit porter son châtiment. Cela fait très longtemps qu'elle ne se touche plus réellement. Elle ne fait que le nécessaire et la plupart du temps, elle se débrouille pour ne pas toucher son corps à main nue. Quand elle teint ses cheveux, elle porte des gants jetables. Quand elle se savonne, elle utilise un gant de toilette. Dans la plupart des cas, il est possible d'éviter le contact direct. C'est seulement quand elle se lave la vulve qu'elle est obligée d'écarter les lèvres de l'index et du pouce et à chaque fois, elle fait du mieux qu'elle peut pour minimiser la surface de contact avec ses doigts. Tous les soins qu'elle se prodigue sont minutieux, certes, mais elle ne va jamais au-delà du strict nécessaire. Il s'agit d'actes de respect de soi qui répondent à l'image qu'on se fait généralement des soins qu'on doit se prodiguer, rien de plus. Elle a l'impression de prendre soin de quelqu'un d'autre qui serait à sa charge, dont elle ne pourrait pas se débarrasser même si elle le voulait vraiment. Un jour, elle a lu un fait divers. Une femme a étouffé son mari souffrant de démence avec un coussin. Elle devait s'occuper de lui depuis 3 ans. Au tribunal, la femme a mentionné le fait qu'elle ne pouvait plus le regarder, elle n'en pouvait plus. Or, Marie la comprenait si bien. Même si elle n'aurait jamais dit une chose pareille à voix haute, elle se serait plutôt montrée choquée comme tout le monde. C'est terrible une chose pareille, non ? À se demander ce qui se passe dans la tête des gens pour qu'ils aient des idées aussi horribles. Elle met sa veste et se coiffe. Il reste dans son peigne encore plus de cheveux que d'habitude. Elle a peur de finir dans quelques années comme une poupée qui moisit dans un grenier, de celles qui perdent des touffes entières de cheveux quand on leur caresse la tête. Près des racines, elle voit des raies grisonnantes. Elle avait prévu d'aller chez le coiffeur avant le mariage pour recouvrir de la façon la plus convaincante possible ces marques criantes de vieillissement.
Heureusement qu'il était encore possible d'y faire quelque chose. Ça n'était pas aussi désespérant qu'avec ses paupières, dont la peau flasque lui pèse tant sur les yeux que ça lui provoque parfois des maux de tête. Ou la peau de ses joues qui pendouille et se plisse à la mâchoire et qui lui donne un air de bulldog triste. Ou encore la peau de ses mains, froissée et sèche comme un tas de feuilles mortes. Heureusement, les cheveux, c'est facile de s'en occuper. Il suffit d'une séance chez le coiffeur et les cheveux gris disparaissent pour plusieurs semaines. Seulement, Marie n'a pas pu y aller. Sa coiffeuse, une femme bavarde qui fait sans cesse des bruits de bouche, a changé ses horaires de façon à pouvoir rentrer chez elle plus tôt, et les horaires qui convenaient à Marie étaient déjà complets. « Vous ne pouvez vraiment pas me trouver une petite place ? C'est pour le mariage de ma fille, » avait supplié Marie. « Non, pas moyen !» avait répondu la coiffeuse d'un ton sans appel. Marie aurait bien aimé lui passer un savon pour cette désobligeance hautaine, mais au lieu de ça, elle lui dit au revoir poliment, avec l'intention de raccrocher. Sauf que juste avant qu'elle ne puisse le faire, sans qu'elle lui ait rien demandé, la coiffeuse se met à lui décrire dans le détail toutes les circonstances qui la poussent à rentrer chez elle si tôt. Elle a des soucis avec son fils, qui traîne dehors avec ses copains et refuse de dire à ses parents où ils vont. Souvent, ils sont la cigarette et l'alcool, et elle a peur, vraiment, elle a peur que ça n'aille plus loin. Alors elle est chez elle plus souvent, comme ça elle peut surveiller son fils après l'école. Marie ne tenait pas vraiment à subir ce déballage, alors elle est restée muette en espérant que la coiffeuse finisse par comprendre. Mais la coiffeuse n'attend pas vraiment de réaction. Marie tient son téléphone à distance de son oreille et elle sent la colère s'accumuler en elle. Elle a tellement envie de faire taire cette coiffeuse, de couper court à ce flot d'apitoiement, mais quelque chose la retient. Quelque part, son esprit fatigué est bien conscient que nous faisons tous ça. Nous avons besoin de nous assurer que les autres nous écoutent, que notre parole parvient vraiment jusqu'à eux. Alors nous les embobinons avec nos mots et nous les pressons comme le ferait un serpent. Et maintenant, vous m'écoutez ? Et là ? Et comme ça ? Maintenant, c'est sûr, vous m'écoutez certainement. Voilà, comme ça. Vous ne pouvez presque plus respirer. Et vous allez enfin m'écouter pour de bon. Depuis qu'elle est à la retraite, elle doit compter à la couronne près. Si elle n'avait pas ses revenus supplémentaires avec les gardes d'enfants, elle ne voit pas comment elle pourrait couvrir ses dépenses mensuelles. Elle préfère ne pas penser au temps qu'il lui reste à être en capacité de travailler. Elle se sent comme une machine qui n'a pas le droit de s'enrayer. Le loyer augmente un peu chaque année. Son montant ressort tranquillement sur le contrat de location qu'il faut signer de nouveau chaque hiver. Parfois, c'est à cause de l'inflation que la propriétaire manie comme un sabre tranchant. Parfois, la raison en est le prix courant du marché. Et d'autres fois, la propriétaire mêle savamment les deux arguments. Régulièrement, Marie se demande ce qu'elle pourrait bien vendre en cas de besoin. Les bijoux de sa mère, très certainement. Et puis, il y a aussi la voiture. Mais franchement, elle n'en tirerait pas grand-chose. Et puis surtout, elle ne veut pas se priver de ce sentiment agréable de pouvoir partir comme bon lui semble. Peu importe où elle irait, pourquoi elle partirait, ce qui importe le plus, c'est que cette possibilité existe. C'est le fait qu'elle ait le choix, qu'elle ait encore le choix. Marie allume la radio. L'une de ces stations où la musique n'a pas d'importance diffuse justement un entretien avec une mademoiselle je sais tout dont elle n'a jamais entendu parler de sa vie. À sa voix, elle ne doit pas avoir plus de 30 ans et elle parle de la disparition d'espèces entières, du risque accru d'effondrement et de la survenue de grands changements imprévisibles comme l'émergence de maladies inconnues, par exemple. Marie trouve étonnant, mais un peu suspect aussi, que cette femme parle avec tant d'assurance de choses aussi compliquées, sans montrer la moindre hésitation ni le moindre doute. Elle parle de façon fluide, comme si elle avait tout écrit à l'avance et qu'elle était en train de lire. Où est-ce que cette jeune femme peut bien trouver une telle assurance, un tel naturel ? Et d'ailleurs, comment donc peut-elle savoir tout ça ? Comment se fait-il qu'elle ne soit pas comme Marie, étreinte par le sentiment permanent que sa parole n'intéresse personne, que si quelqu'un fait mine de s'intéresser à ce qu'elle dit, c'est tout simplement que cette personne fait semblant. La voix affirmée de cette femme à la radio suscite de la tristesse en Marie, ouvre en elle un gouffre dans lequel elle ne veut vraiment pas regarder. Heureusement, l'entretien est vite fini et c'est au tour des informations. Il y est mentionné qu'un homme s'est immolé pour protester, mais Marie ne saisit pas contre qui ou quoi. La présentatrice marmonne la fin de sa phrase et déglutit bizarrement, comme si elle n'était pas très sûre d'elle ou qu'elle voulait, à dessein, passer la cause sous silence. Marie se dit que l'homme en question a sûrement laissé quelqu'un derrière lui. Une femme, des enfants, des frères et sœurs peut-être, ou des parents. S'il voulait protester, il aurait tout de même pu choisir un moyen qui ne heurte personne.
Et puis, comme d'habitude, dans Information, ils vont bien plus parler de la manière dont il a quitté ce monde que des raisons de son action, si sérieuse fussent-elles. On ne peut pas partir comme ça sans se sentir responsable de ce qui reste. Elle commence à avoir la migraine, alors elle éteint la radio. De toute façon, tout ce qui est important se passe sans qu'elle y participe, sans son accord. Merci pour cette belle lecture. Je pense que cet extrait nous montre bien certains sujets importants ou thématiques importantes dans le roman, même si pas tous. On va voir qu'il y a aussi une relation mère et fille qui est très thématisée. Peut-être aussi que le roman entier est un peu moins déprimant que l'extrait qu'on vient de lire. Est-ce que toi, tu peux me dire qu'est-ce qui t'a frappé? Pourquoi est-ce que tu t'intéressais au livre le lisant? Qu'est-ce qui t'a parlé? Alors justement, j'ai trouvé une grande intelligence dans le sens où ça parle du destin des vieilles femmes, en fait. Au début, on a un passage sur l'invisibilisation de leur corps, sur le fait de plus être en phase avec son époque aussi quand on vieillit. Mais ça parle aussi énormément des relations entre les générations et du fait que le temps n'est pas si linéaire qu'il en a l'air aussi, et que même si effectivement le corps, comme tous les organismes vivants, a une croissance et un déclin, l'esprit humain, je dirais, enfin c'est un petit peu résumé et grossier de le dire comme ça, mais l'esprit humain, lui, ne serait-ce que par sa capacité à s'émerveiller ou ses capacités d'imagination ou de transmission aussi, qui peuvent être bonnes ou mauvaises, là, pour le coup, il conserve quelque chose d'atemporel, et que la façon dont on perçoit le monde et soi-même, pour une grande part, il y a une importance du regard qu'on porte dessus et de ce qu'on arrive à en faire, au final. Oui. Tu as mentionné, en m'envoyant l'extrait, tu as mentionné l'ironie douce de Klára Vlasák-Ková. Oui. Et justement, je trouve qu'elle a une grande douceur et une grande tendresse pour ses personnages. Alors qu'il y a des choses assez violentes, hein, notamment. Enfin, là, c'est un petit peu à part parce que c'est une introduction en exergue, mais un conte en introduction qui est très riche, en fait, en tant que conte. Hein. Il doit faire 2 pages, il est très beau. Il y a beaucoup de violence quand même dedans, il y a énormément de choses. Mais justement, moi je sens beaucoup de tendresse de sa part pour tous les personnages, à vrai dire. Sans non plus être complaisant avec eux. Et c'est ça qui est plaisant, en fait. Du coup, cette ironie, elle sert à distancier. Le passage où Marie écoute la radio nous parle plus du fait que parfois ça devient difficile de rester en phase avec son époque, parce qu'on on ramène les choses à soi-même, alors que c'est pas la question, en fait. Pardon, les questions de société nous dépassent en tant qu'individu, en tant que personne, et les ramener à ce qu'on est, à ce qu'on connaît, c'est essayer de les réduire, et ça ne peut pas marcher, en fait. Donc il y a cette sorte d'intelligence et oui, il y a de l'humour aussi dans le passage. J'ai traduit aussi le passage du mariage de sa fille, qui vient rapidement après les 2 extraits que je viens de lire. Et il y a un humour dans le sens où elle utilise des symboles qui sont drôles, des situations qui peuvent être cocasses, mais qui en fait restent quand même très réalistes. Mais voilà, il y a ce regard tendre posé dessus, et qui est tendre et très ironique, parce qu'elle interroge vraiment les personnages plutôt que de les condamner, à vrai dire, largement. Eurydice, je sais de toi que tu es une grande amatrice de la littérature de science-fiction et de la fantastique. Oui, plus de fantastique que de science-fiction, mais effectivement, enfin, voilà, en proportion, j'ai lu plus de fantastique. Mais oui, c'est le domaine, un domaine qui m'intéresse. Et tu suis vraiment de longue date, depuis assez longtemps, l'auteur tchèque Vilma Karlečková, qui est une reine, une grande dame de la fantastique tchèque.
auteur d'une grosse saga, Mycelium. Et pendant ta résidence, tu as traduit une nouvelle en texte court d'elle. Comment est-ce que et pourquoi tu as choisi cette nouvelle? Oui, est-ce que tu peux nous parler de Vilma Kadlečková? Oui, bien sûr. Bah oui, effectivement, c'est vraiment une grande dame de la science-fiction, de la fantasy en République tchèque et qui devrait le devenir ailleurs, à mon avis, vraiment, parce que sa saga est une saga qui mêle justement science-fiction, fantasy. Elle a ce petit côté, comment dire, elle a ce petit côté que pouvait avoir Ursula Le Guin aussi. C'est une de ses grandes influences. Il y a quelque chose du space opéra aussi. En fait, c'est un cycle très 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 important, très très intéressant aussi parce que on part d'une situation au XXVIIe siècle, si je dis pas de bêtises. XXVIIe siècle, oui, 2600. On est dans les années 2640 au début du cycle Mycelium. On part d'une situation étrange où on a un homme qui est très dans le contrôle de lui et qui va au départ entrer dans une église extraterrestre pour effectuer une sorte de rituel mystérieux pour lequel il attend d'être choisi un peu au hasard dans la foule. Et on se demande vraiment où ça va aller, parce qu'on comprend très vite qu'il pourrait très bien, à la moindre erreur, être sacrifié sur l'autel. Donc, pas le droit à l'erreur dans cette religion. Il y a une tension incroyable comme ça, et au final, c'est pour avoir accès à un mode de communication interplanétaire. Il y a énormément il y a une richesse dans l'univers de Vilma Kadlečková qui fait que je ne peux pas juste résumer comme ça la saga Mycelium, parce que au départ, elle devait faire 5 volumes, comme les 5 drogues sacrées qui sont des extraterrestres, là, qui sont des champignons initiatiques, en fait, qui sont utilisés dans la religion, qui est une théocratie aussi. Donc, au départ, il devait y avoir ces 5 volumes. Et il y a 8 volumes, un par lettre du titre, au final, qui sont parus. Et honnêtement, c'est extrêmement riche. Mais la richesse de son univers et la richesse de toutes ces différentes de tous ces différents peuples extraterrestres et des relations de pouvoir aussi, c'est très intéressant en fait de voir à quel point elle mêle la psychologie des personnages et les relations, disons, diplomatiques et financières internationales entre les planètes, par exemple, entre les différentes civilisations. J'ai choisi en tout cas la nouvelle Luna Park Luna, qui est un préquel de la série Mycelium, parce que c'est un très bon préquel qui raconte la rencontre des parents du héros de Mycelium. Le héros de Mycelium s'appelle Luca Hildebrandt. Et donc son père, Gilles Hildebrandt, on le retrouve au moment où il rencontre la mère non terrienne de Luca, puisqu'elle vient de la planète Garda. Et cette nouvelle est une nouvelle d'espionnage qui se passe sur la Lune, en fait, sur une base lunaire qui est transformée en parc d'attractions par un richissime milliardaire un peu mégalo comme ça, qui est tout à fait à la fois cynique et touchant, je dirais. Il arrive à être touchant, même si vraiment son côté mégalomane dans sa base lunaire avec son dôme, moi, il m'a un peu évoqué. Il m'a un peu évoqué le Muller du Muller-Dôme du roman de Jan Weiss, La maison aux 1000 étages. Et en face de lui, Gilles Hildebrandt est un intellectuel, un universitaire, un chercheur qui a un sens de la morale et de la rationalité, je dirais, peut-être un peu strict, un peu trop strict même. On voit dans Mycelium qu'avec son fils, ça se développe de façon assez dramatique. Il y a toujours une ambiguïté aussi dans toute la série
voilà, le comportement que les personnages peuvent avoir ne correspond pas exactement à leur, comment on pourrait dire, à leur pensée brute, on dira, parce qu'il y a énormément d'espionnage qui se fait par des techniques psychotroniques, qui est un mot qui n'est pas très connu en français. Il est plus connu au Québec déjà, ce mot-là. Mais bon, la psychotronique, en gros, c'est le paranormal dans sa version scientifisée par les soviétiques, finalement. Donc on a la présence, en fait, dans toute la série de ces éléments politiques très matériels, très concrets, financiers, les contrats et les relations entre les différentes planètes. On a cet élément qui rend les choses complètement hasardeuses, qui est la présence de la psychotronique, c'est-à-dire de l'influence mentale éventuelle. Non pas de la part des extraterrestres, desquels non pas, voilà, ça ne vient pas forcément des extraterrestres de la part desquels on s'y attendrait. Et justement, elle est assez surprenante. Elle a un art de déjouer les préjugés, je dirais, qui est assez intéressant. Est-ce que tu veux bien nous lire un extrait de cette nouvelle ? Mais avec plaisir. Alors, c'est un extrait donc d'une nouvelle qui s'intitule Luna Park Luna, de Vilma Kadechkova. J'ai choisi un passage qui n'est pas tout à fait au début. Après, précédemment, on a une étrange femme de la planète Garda qui entre sur la base lunaire. On a Will Spencer, le propriétaire et milliardaire mégalomane qui est en train de faire construire son parc d'attractions, qui discute avec son ami d'enfance Gilles Hildebrandt, le père du futur héros de Mycelium, donc universitaire et spécialiste en anthropologie extraterrestre. Il discute avec lui parce qu'il est en négociation avec les Gardaniens, qui possèdent toute la technologie de sa base. Et voilà, il essaye de faire en sorte de ne pas se faire avoir par cette civilisation anthropoïde amicale, comme il dit, mais qui a peut-être autant le sens du profit que lui-même. La sorcière avait un regard envoûtant et une longue robe parsemée d'étoiles. Elle flottait à 2 mètres au-dessus du sol. Gilles regardait ses griffes tourbillonner dans les airs comme si elle décrivait les courbes d'un signe magique complexe. Elle frappa dans ses mains et la lumière, jusque-là tamisée, s'éteignit complètement. Tout autour du vestibule, des mèches rouges se mirent à brûler. « Entendez ma parole, ceci est la fin du monde tel que vous le connaissez !» cria-t-elle d'une voix perçante, stridente, qui faisait froid dans le dos. « Le temps de l'éveil est arrivé !» Elle lança du fond de sa gorge un rire terrifiant qui contrastait violemment avec son visage, jeune, innocent, presque enfantin. Les passants montrèrent des signes d'hésitation. Certains essayaient de se faufiler vers le couloir pour filer de là en vitesse avant qu'il n'arrive quelque chose. La fin du monde, par exemple. Mais la plupart de ceux qui restaient la regardaient, fascinés. La sorcière fit jouer ses griffes en l'air comme un chat sauvage. « Ce soir !» siffla la fille. « C'est ce soir que ça se passe, le spectacle de la lanterne magique. Un show grandiose et magique qui vous envoûtera, au 6e étage, à 18h30 tapante. Les billets sont en vente à chaque portail. » Elle redonna de ce rire diabolique. Les visiteurs avaient compris qu'il s'agissait d'une action publicitaire et ils commençaient à se montrer amusés. Ils jouaient le jeu et d'un air joyeux prenaient les flyers de papier véritables designés comme des rouleaux de parchemin magique que la sorcière sortait de ses larges manches. Les gens recommençaient à bavarder. Will Spencer, qui avait très rapidement saisi Gilles par le poignet pour le tirer à l'écart à l'entrée du couloir, ricanait lui aussi, mais beaucoup plus décemment. Il se pencha vers Gilles. « Pas mal, hein, c'est comme ça qu'il faut faire avec les consommes. » Ses yeux pétillaient de joie pure. Pas de mur écran, la réalité crue, c'est de la philosophie du Luna Park Luna, de la proximité, du vivant. La fin du monde avec du vivant, je vois, répliqua sèchement Gilles. Tu devrais donner une prime au gars pour t'avoir amené cette demoiselle avant qu'elle ne les embarque dans une vraie secte, Will. Elle pourrait faire une excellente carrière dans la Gazette des télépathes cosmiques. Elle a vraiment une voix de meuleuse. Il n'y a pas de meilleure carrière que chez Spencer Artisat, le sermonna stupidement Will Spencer. On en reparlera quand la commission de financement des recherches te fera tourner en bourrique, Hildebrandt. Dans 1 an et 1 jour, les portes de mon département RH te seront toujours ouvertes, pense-y. On a besoin de plans d'excentriques en costume ici.
Son regard se dirigea de nouveau vers la fille. Bien sûr, celle-ci, je devrais peut-être la prendre au siège avec moi, je pourrais en faire ma garde du corps, son cri serait une bonne arme. Gilles eut le plus grand mal à contenir son dégoût. Tu exagères, Will, franchement. Tu sais, un jour, une de tes maîtresses déçues va te désintégrer la tête avec un canon à protons. Oh! Je leur affirme à toutes qu'une explosion est programmée au cas où je mourrais, lui assura Will. Et puis elles regretteraient leur fourrure. Les groupes se dispersaient, les lumières se rallumèrent et de l'autre côté du vestibule s'ouvrit une double porte de composite qui rappelait la porte du Mordor. De l'autre côté, on pouvait voir un espace immense, 5 kilomètres de paysage libre que dominait le basalte sombre d'une montagne fourchue. Les gens s'éparpillaient en direction du parcours panoramique. La sorcière descendit des airs avec grâce, bondit hors de sa surface antigravitationnelle, ôta ses gants griffus en plastique souple et s'en fut boire une gorgée d'eau minérale avant l'arrivée de la prochaine vague de visiteurs. Gilles pensait que Will allait se mettre à lui parler et, comme à son habitude, demander si tout se passait bien, si elle était contente de son travail, mais ce dernier ne fit qu'ébaucher un sourire avant de partir dans la direction opposée, où se trouvait une porte imposante. Il tapa un code sur son netlog, ce qui ouvrit une porte dérobée dans la cloison, et il entraîna Gilles à l'extérieur par un couloir de service. Gilles regardait la sombre silhouette de la montagne. Cette montagne était magnifique. Pour le dire mieux, elle était très habilement designée. Une partie du massif de basalte découvert sous des couches de régolithes pendant les travaux avait été volontairement laissée dans le parc d'attractions par les designers pour lui donner une touche romantique et naturelle. À travers le voile de l'atmosphère, les versants extrêmement anciens et pourtant non érodés faisaient une impression brute et étrange, parfaitement extraterrestre. C'était suffisamment exotique pour que des gens dépensent des économies de toute une vie pour voir ça. Les copywriters, avec leur sens du spectacle, avaient voulu nommer cette montagne Orodruin. Mais Will avait déclaré qu'il avait déjà ses propres créatifs et qu'il n'avait pas l'intention de payer l'utilisation d'un mot déposé inventé par quelqu'un d'autre. Les créatifs avaient ensuite trouvé Everest 2. Will les avait tous fichus dehors et avait décidé que la montagne s'appellerait Ramona. C'était à l'époque le nom de sa favorite. Même après s'être séparé de la dite Ramona, il n'avait pas changé son nom. Il avait jugé avec cynisme que ce ne serait pas très pratique de changer le nom de cette montagne 20 fois par an. Maintenant, il était là, debout, avec un sourire de souverain qui passe en revue son royaume. La lueur de son regard n'échappa pas à Gilles. C'était de la joie pure, peut-être vraiment de la fierté. Il se rendit compte à quel point Will aimait sa base lunaire. C'était son œuvre, créée à partir de rien. Il l'avait arrachée aux Gardaniens par une lutte acharnée. Il avait fait surgir en damant la poussière lunaire de ses pieds. Peut-être avait-elle même plus d'importance pour lui que n'importe quelle femme. Ça n'avait duré que le temps d'un coup d'œil. Will s'était ressaisi et remis en marche. Il emprunta un autre raccourci qui passait par une surface plane depuis laquelle la surface de la lune se déployait à la vue. Il passa entre les stands de snacks et de souvenirs, franchit avec légèreté une petite clôture de métal flottante sur laquelle était accrochée une pancarte indiquant « Interdit d'entrer sans autorisation » et après une pente sans marche, il se dirigea vers une paroi rocheuse. Gilles crapahutait derrière lui. Avant qu'il n'arrive à la porte camouflée dans une brèche, un des gars de la sécurité qui veillait au grain se précipita vers eux, mais il suffit que Will dise quelques mots à voix basse pour qu'il s'écarte poliment et les laisse passer. Will s'identifia à la porte qui rentra latéralement dans la paroi en silence. Encore un peu et les étoiles vont se prosterner devant sa coupole, se dit Gilles. Tout était parfaitement organisé, sous contrôle. Le roi s'avançait. Mais ça ne calmait aucunement ses inquiétudes. Ils étaient loin de la Terre, dans un cratère proche du pôle sud de la Lune, sur une base construite par des extraterrestres. Il prit conscience avec une intensité écrasante du point auquel il dépendait de leur bonne volonté. Et il sentait cela d'autant plus fort que Will, lui, faisait démonstration de son insouciance et de son assurance. Tout ici avait été planifié par les Gardaniens, pas par Will. C'était grâce à la technologie gardanienne que le corps de Gilles était enveloppé d'une atmosphère qui avait la bonne composition et la bonne pression, qu'il était protégé contre le gel et les rayonnements. Il avait à disposition de l'eau, puisée dans des machines gardaniennes, dans les nappes phréatiques de la Lune, et il pouvait marcher sur un carrelage coulé de basalte local. Des milliers de petites attentions, des milliers de détails techniques proposés, testés et réglés par les Gardaniens. C'était ça qui le maintenait hors de portée de la mort. Quand il y pensait, il faisait bien plus confiance à ce sol de basalte qu'à tout le reste. Le reste n'était pas infaillible. Les machines pouvaient avoir une avarie ou bien il pourrait les arrêter. Naturellement, c'était difficile d'imaginer ce qui pourrait les mener à faire ça, mais justement c'était ça qui les gênait. C'était difficile à imaginer. Il y avait là un facteur d'incertitude
qui, après substitution des paramètres extraterrestres, ressortait des équations utilisées par l'anthropologie terrestre. Gilles voyait les chiffres. Il avait fait lui-même les calculs, et c'est à ce moment qu'il avait commencé à être paranoïaque. Derrière ce que les terriens connaissaient comme une société démocratique d'extraterrestres anthropomorphes amicaux, il pressentait les contours flous de quelque chose de plus sombre. Il y avait beaucoup trop d'émotions là-dedans, une trop grande dose de passion à son goût. Merci, merci Eurydice. On reconnaît bien la voix de conteuse. Et ok. Merci, c'est vrai que... Et oui, c'est vrai que j'ai eu tendance à ressentir les textes, même quand je les traduis, ce qui n'est pas toujours facile, je dois le dire, mais je pense que ça apporte quelque chose aussi au niveau de la pratique. Et si ça peut me permettre de transmettre des textes qui sont de bons textes et de les faire apprécier aux gens, j'en suis ravie. Parfait. Au revoir. Merci.